Bonjour à tous, merci d'être avec nous aujourd'hui sur ce webinaire donc intitulé NDR et CTI, comment automatiser, la recherche, et les menaces présentes dans vos SI. Donc Pierre Guillot, société GetWatcher, je serai accompagné de François. Je ne sais pas si tu as enlevé le partage François? Je ne le vois Non, plus. non, je peux te le remettre si tu veux. Allez, remets-le-moi. Alors, on va commencer par se présenter, on refera une petite passe sur la société. On va rester, dans un premier temps assez conceptuel pour reposer le contexte et puis, François nous fera une petite démo, et rentrera, je vais dire, dans le dur du sujet. Sur les questions pratiques, d'organisation et de suivi, donc si vous pouviez poser vos questions dans la section chat, on sera vigilant avec François pour le passer en revue tout au long du webinaire. Moi, j'essaierai d'attraper au vol les questions pour que ce soit un peu plus interactif. Mais de toute manière, il y aura forcément un temps dédié aux questions à la fin. Voilà. Donc, je vous propose de commencer rapidement une présentation. Donc, moi, Pierre Guillot, je suis responsable product manager chez GetWatcher, expert sur les solutions de NDR, entre autres, j'ai envie de dire, parce que j'ai un passif un peu plus vaste que ça, notamment chez les MSSP. Donc, vraiment une orientation évolution du produit en tant que tel, et puis une appétence pour comprendre les problématiques et les enjeux de nos clients, que ce soit les enjeux cyber de détection des menaces en tant que telles, mais aussi parce que nos produits sont utilisés par des experts dans des SOC. Il y a cette notion d'usage de nos solutions qui me tient aussi à cœur, parce qu'une solution est efficace si elle est correctement utilisée. François, de ton côté? Oui, bonjour. Donc, moi, c'est François Normand. Du coup, je suis le responsable de la partie Cyber Threat Intelligence, aussi de la Purple Team. Vous pouvez voir aussi quelques rapports semestriels, mensuels. Vous pouvez lire aussi sur le blog de GetWatcher. Et du coup, je suis aussi l'ancien cofondateur de la Infosec, qui était du coup la partie Cyber Threat Intelligence, qui a été rachetée par GetWatcher il y a un peu plus de 3 ans maintenant. Et du coup, mes sujets d'expertise, c'est bon, bien sûr la Cyber Threat Intelligence, mais bon, j'ai un background qui est passé par différents CSIRT, SOC, dans différents secteurs. Donc j'ai fait pas mal de malware analyse, de détection de malware, de réponse à incidents et aussi d'automatisation d'outils de cyberdéfense. Merci François. Alors, comme je disais, rapide rappel, qui est GetWatcher? C'est pour vous remettre un petit peu notre contexte à nous quotidien. Donc aujourd'hui, un GetWatcher, acteur français à dimension mondiale. On a des entités et des équipes qui se trouvent à peu près partout sur le globe et qui nous permettent de couvrir voilà, toute une zone importante, bien évidemment, fondée en 2015. Aujourd'hui, on est à peu près plus d'une centaine. On a des arrivées chaque mois. Une dizaine d'awards, de prix, de reconnaissance. La plus importante est celle historique de la qualification de Nancy pour les sondes qualifiées. Et puis, vous avez quelques chiffres qui évoluent finalement un peu chaque jour d'infrastructures que l'on protège chez nos clients et du nombre d'événements que nos sondes sont aujourd'hui capables de monitorer. Ceci étant dit, on voulait débuter cette présentation avec François pour repositionner la CTI dans la détection et vous partager voilà, une définition. François, je te laisse la main sur celui-ci pour repositionner voilà, la CTI. Pas de souci. Du coup, bon, en gros, c'est comme qu'elle l'a annoncé, l'objectif est de discuter un petit peu d'abord ce qu'est la CTI. Et c'est vrai que pour mettre un petit peu le socle de base là-dessus, l'objectif est de vous dire qu'en gros, aujourd'hui, la CTI, bon, c'est surtout un concept qui était basé sur le renseignement militaire, donc qui a été optimisé pour la partie de détection de menaces et compréhension de menaces cyber. Aujourd'hui, l'intérêt de la cyber threat intelligence, c'est surtout d'avoir une meilleure compréhension et savoir suivre un petit peu les tendances et les nouvelles choses qui se passent dans le domaine des cybermenaces. Comme on peut le voir dans ce beau schéma, c'est que elle est divisée en 4 parties. Parce qu'en gros, la cyber threat intelligence, en gros, a des vocations qu'elles soient techniques, opérationnelles, tactiques et stratégiques. Donc, je vais rentrer un petit peu plus dans le détail de chacun. Les parties techniques, ça a vraiment pour objectif d'aider à la détection des équipes comme des équipes SOC. Parce qu'en gros, le contenu d'une cyber threat intelligence technique, ça va par exemple être des indicateurs de compromission qui vous permettront de soit faire vos recherches dans vos outils, que ce soit votre CIEM, que ce soit votre NDR, que ce soit votre XDR ou votre DR. Et donc avec ces éléments,
avoir des moyens, des capacités de faire de la détection et du hunting. Donc ça, on parlera un petit peu plus après. Après, pour la partie plus opérationnelle, ça a une vocation plus pour des acteurs type toujours SOC, mais aussi réponse à incident, parce qu'en gros, ce qui va être contenu dans ce genre de choses, c'est plutôt on va dire des rapports techniques, souvent en format Stix. Après, ça va dépendre, parce qu'il peut y avoir des plateformes visuelles, hein, par exemple comme dans OpenCTI ou d'autres TIP, où on aura en fait du contenu technique pour mieux comprendre les incidents de sécurité. Donc, quand vous avez votre SOC qui va remonter une alerte, avoir suffisamment de contexte pour pouvoir prendre une décision avec des systèmes de triage qui soient automatisés ou manuels, donc que ce soit géré par vos équipes ou non, et après aussi avoir suffisamment de contexte pour pouvoir faire la réponse à incident. Donc ça, c'est vraiment l'objectif. Technique et opérationnel sont souvent les parties qui sont vraiment objectifs d'avoir de la réaction, de la détection et de la réponse. Après, du coup, il y aura plutôt la partie tactique, hein, comme son nom l'indique, et plutôt comprendre, on va dire, à un niveau un petit peu plus haut, donc pour des équipes, on va dire, certes, c'est CIRT, mais aussi SOC Manager, parce qu'en gros, l'objectif est de se poser des questions de quelles sont les méthodologies utilisées par les attaquants, souvent utilisées au format MITRE-ATT&CK. Comme ça, vous avez un standard qui vous permet d'avoir les tactiques et les techniques au format MITRE pour avoir une bonne compréhension et un langage commun entre nous. Et du coup, d'avoir la possibilité, en fait, de bien comprendre ce que les attaquants ont comme possibilité, leur méthodologie, mais aussi comment ils évoluent. Parce que c'est vrai que là, ça va être l'un des points importants, c'est pour pouvoir gérer vos use cases, par exemple, si vous êtes menacé par, en gros, un acteur particulier ou vous vous intéressez à un acteur particulier, vous voulez créer des use cases pour ça, ben, avoir déjà les possibilités de savoir ce qu'ils font, mais aussi ce qu'ils vont faire et ce que nous, on aura pu détecter, par exemple, comme nouvelles techniques utilisées ou nouvelles vulnérabilités exploitées pour pouvoir, entre guillemets, mieux gérer vos priorités. Et pour finir, la partie plus stratégique, qui a plus une vocation pour les CERT et les CISO. Donc là, c'est vraiment permet d'avoir une vue un petit peu plus globale des menaces. En gros, bien comprendre les tendances sur, par exemple, si en ce moment on a plus de phishing, de ransomware ou autre chose, et aussi avoir une visu plus géopolitique en fonction des différents ciblages que vous pouvez avoir en fonction de votre secteur d'activité, votre pays, ou en gros les grandes tendances des cybermenaces qui peuvent être positionnées. Hop. Du coup, après avoir du coup discuté un petit peu des intérêts de la cyber threat intelligence et une petite définition de ce que c'est aujourd'hui dans notre contexte sur l'automatisation de la détection et du hunting, pourquoi la cyber threat intelligence? On considère que nous, elle est essentielle au bon fonctionnement des équipements de sécurité. Elle se divise du coup en, on va dire, deux grands axes. La première, c'est comme on le sait tous, on a une énorme augmentation des données. N'importe quelle société actuellement, en gros, on le voit quand on doit collecter nos logs et devoir travailler un petit peu sur les choses qu'on a aujourd'hui, c'est qu'on a une variété de données qui est assez élevée. Donc, on parlera du proxy, on parlera de vos remontées DR, vos remontées antivirus, des sysmon, les différents logs que vous pouvez gérer, et en plus de vos logs réseau, qui peuvent être gérés par votre MDR, mais aussi on a une augmentation constante de la variété des menaces et des quantités des menaces. Donc en fait, on remarque assez rapidement que si on part pas sur l'automatisation, en fait, aujourd'hui, pour suivre les tendances et aller à un rythme soutenu pour pouvoir réagir rapidement, que ce soit dans la détection, mais aussi dans la réponse à incident et dans la compréhension des menaces, c'est nécessaire d'avoir cet ensemble d'automatisation entre des équipements de sécurité, donc qui peuvent être, donc dans notre cas, on va présenter tout à l'heure plutôt dans le cas d'un NDR, mais aussi avec d'autres, pour pouvoir en fait réagir le plus rapidement et être efficace. Et aujourd'hui, on sait aussi que les équipes, que ce soit les équipes SOC et hunting, ils sont déjà surchargés de travail. Et donc, du coup, c'est vrai que si on peut gérer à leur place automatiquement grâce à Threat Intelligence la gestion des indicateurs, la gestion des règles, l'automatisation de la détection et du hunting pour qu'ils aient suffisamment de contexte pour travailler, pour pouvoir faire leur triage correctement, pour pouvoir faire leur réponse à incident correctement, pour pouvoir prendre des décisions le plus rapidement possible, ça va augmenter leur efficacité, mais aussi réduire le temps de détection et de traitement d'un incident. Donc ça va permettre de réduire les coûts aussi quand on est en plein milieu d'un incident. Donc je laisserai la main maintenant à Pierre pour vous présenter un petit peu plus la partie NDR. Voilà, alors après avoir défini indispensablement ce que c'est que la CTI, il nous paraissait aussi important, même si souvent rappelé, de repositionner le NDR dans ce que l'on appelle traditionnellement la triade du SOC, entre l'EDR, donc orienté sur le endpoint, le NDR, donc je vais revenir dessus, et le SIEM sur les event logs, donc les logs applicatifs et équipements qu'on peut capturer. Côté NDR, je veux dire, le cœur de métier, nous, c'est d'analyser des protocoles réseau, des communications, donc des communications entre l'intégralité des assets d'un SI,
je vais dire l'intégralité selon le positionnement de nos points de capture, bien naturellement, avec une particularité chez GateWatcher, c'est qu'on va pouvoir à la fois monitorer, analyser les flux dits Est-Ouest, donc intra-SI, entre par exemple un workbench, donc une agence et les applicatifs de l'entreprise qui seraient en data center, par exemple. Et puis également les flux dits nord-sud, donc là, ce sont les flux entrant-sortant vers Internet, donc des applicatifs type SaaS, applicatifs cloud, qui seraient atteignables ou utilisés par des employés positionnés sur le réseau de l'entreprise. Donc ça, c'est la première des éléments, le premier des éléments finalement qu'il faut bien prendre en considération quand on réfléchit à un NDR. Donc c'est cette capacité d'analyser des usages, des communications, basées sur les communications entre les assets présents sur le réseau. Et une fois qu'on a fait ce travail finalement de capture des éléments du réseau de communication, on va, chez GateWatcher, mettre en jeu, appliquer plusieurs et combiner plusieurs moteurs de détection pour multiplier nos capacités de détection. Il va y avoir tout d'abord les détections dites statiques, donc basées sur des règles d'identification de menaces, de flux malicieux, etc. Je pense que François reviendra largement là-dessus tout à l'heure. On va également donc combiner ces capacités statiques avec tout un tas de moteurs heuristiques, de détection de malware dans des payloads quand on arrive à voir l'information. Et également tout ce qui va être algorithme de machine learning qu'on va multiplier pour aller détecter des menaces. Donc ça, c'est aussi un élément important chez GateWatcher, c'est qu'on ne va pas forcément chercher à multiplier les moteurs par rapport aux techniques qui sont utilisées, mais bien multiplier les techniques, les moteurs de détection par rapport aux menaces utilisées. Pourquoi et comment ? Pourquoi ? Parce que les techniques, elles évoluent très vite, elles sont de plus en plus sophistiquées. Vouloir mettre un moteur à chaque technique, ça serait très fastidieux. Et comment, en fait, c'est justement tout ce qu'expliquait tout à l'heure et en introduction sur la CTI François, c'est que finalement, cette connaissance de la menace que nous avons acquis et que nous continuons à acquérir quotidiennement nous permet aujourd'hui d'identifier, de classifier toutes les menaces et de travailler à consolider cette connaissance-là et à démultiplier finalement nos moteurs de détection pour être capable de couvrir le maximum de techniques possibles. Ça, c'est le point important. Et enfin, je terminerai juste, parce que c'est souvent une question qu'on a également, parce qu'on travaille sur des flux réseau. Nos moteurs, aujourd'hui, sont capables de détecter des intrusions, que le flux soit chiffré ou non. C'est aussi important de le rappeler. Hop. Si on passe sur la suite, il nous paraissait aussi important de repositionner, en termes de produits, chez GateWatcher, comment se positionne le NDR qui est à l'écran IonIQ, donc, et le bloc fonctionnel, le produit Last InfoSec, qui est vraiment la CTI. Premier élément, déjà, avant de rentrer dans le détail de chacun des deux, les produits fonctionnent chacun en standalone, c'est-à-dire que, comme le laissait sous-entendre tout à l'heure François, la partie Last InfoSec, qui est donc la CTI chez nous, la connaissance de la masse, peut venir s'intégrer dans des écosystèmes existants seuls, donc rajouter, compléter la connaissance de la menace chez nos clients. Et IonIQ, de son côté, peut fonctionner également en standalone chez nos clients, sur la base de la connaissance de la menace de nos clients, mais, et on verra toute la valeur ajoutée d'une combinaison des deux, du NDR IonIQ et de Last InfoSec, de l'automatisation que cela permet, comme l'indiquait tout à l'heure François, de par des moteurs qui nous sont propres, des moteurs de détection qui nous sont propres, qui sont basés sur justement notre propre connaissance de la menace. C'est indispensable à mon sens, et il faut bien en avoir conscience. Donc, juste pour rappel, les trois piliers du NDR qui sont la détection des menaces, comme j'ai dit, multimoteur, combiné, multivecteur, flux nord-sud, est-ouest, et flux chiffré, non chiffré. Voilà, c'est les grands thèmes qu'il faut retenir sur le NDR, sur le volet détection. Le volet investigation, c'est toute la capacité
que l'on met à disposition des analystes au niveau du SOC pour faire leurs investigations, parce qu'on a l'accès finalement à l'intégralité des flux, comme je disais, on va les déchiffrer, on va restituer cette information-là à travers nos interfaces et les analystes vont pouvoir vraiment rentrer dans une démarche de recherche proactive des menaces potentiellement présentes sur les réseaux. Et puis la notion de réponse. Donc là, l'objectif, il est d'apporter le maximum de preuves, d'éléments de décision, aidant à la décision, aidant à la conviction des analystes au niveau du SOC par rapport aux décisions qu'ils vont devoir prendre, potentiellement dans d'autres outils. Donc là, on va parler d'intégration du NDR avec l'écosystème existant chez le client. Classiquement, le SIEM, le SOR, naturellement, l'EDR aussi, pour engager les réponses le plus rapidement possible. Si on regarde de nouveau la détection, c'est une synthèse de ce que je vous ai dit juste avant, c'est-à-dire qu'on va parler chez nous d'analyse statique avec des règles propres de détection qui sont quotidiennement mises à jour chez nos clients, une capacité d'analyse anti-malware qui est un algorithme développé par la recherche et développement des équipes de Gatewatcher. Également une capacité de sandboxing, d'analyse de fichiers, de restitution de rapports. Un volet indispensable également, comme je l'évoquais tout à l'heure, sur cette notion de conviction de la décision à prendre lors d'un incident de sécurité, c'est l'enrichissement que l'on peut apporter, donc les métadatas, dans notre jargon, qui sont les données qu'on va parser, qu'on va collecter, qu'on va stocker et qu'on va mettre à disposition de l'analyste. Je laisserai la notion de rétro-analyse parce que François en parlera très certainement tout à l'heure, j'ai pas de doute là-dessus. La notion de 0D détection, donc ça c'est justement notre capacité, comme je disais tout à l'heure, à travailler sur et notre focus qui est fait sur la menace et non sur la technique. De par notre travail sur la menace, on va pouvoir identifier des comportements suspicieux qui vont pouvoir s'apparenter à des 0D. Parce que je pars du principe que détecter un 0D par définition, c'est quelque chose que l'on ne connaît pas. Néanmoins, voilà, de par les techniques et les comportements et les menaces que nous, on a l'habitude de voir passer, de par la connaissance de la menace et chez nos clients, on va pouvoir, et on l'a aujourd'hui en place dans nos moteurs de détection, identifier des comportements assimilables à du 0D et pouvoir intervenir là-dessus. Et puis enfin, voilà, tout ça est possible aujourd'hui par l'usage du machine learning, de l'intelligence artificielle, qui va nous permettre de travailler sur des algorithmes et des moteurs spécifiques pour détecter des PowerShell même offusqués, du DGA, donc c'est de la génération aléatoire de domaines qui est souvent utilisé pour les communications avec les command and control des attaquants, le ransomware également. Voilà. Et on enrichit régulièrement notre arsenal de moteurs de défense et de détection. Si on regarde un petit peu plus dans le détail, vous avez ici une vue plus précise des différents moteurs avec une segmentation détection statique sur la gauche et puis une détection, intelligente sur la droite avec les moteurs chez nous, donc les métadonnées, les SigFlow, donc SigFlow, le détecteur de règles statiques. Malcore, ça va être tout ce qui va être PowerShell, code, etc. Offusqué avec RetroHunt. Et puis toute la partie ransomware detect, beacon detect, etc. Et j'anticipe un petit peu la suite, mais comprenez bien que notre objectif, il est de former un tout. Former un tout entre IonIQ, qui est le NDR, IonBytes, qui va être la partie analyse de fichiers, et puis LastInfoSec, qui est la partie CTI. Un tout en soi, parce que des clients font appel à nous, uniquement pour faire leur détection sur leur flux réseau. Et puis à la fois un tout interconnectable à un écosystème qui est existant chez nos clients. Donc différentes briques et solutions qui sont évoquées dessous, que ce soit le SIEM, le XDR, le SOR, etc. On pourrait citer également les firewalls, qui permet d'avoir une augmentation de la visibilité, une visibilité complète finalement au niveau du SOC, une fois que l'analyste est équipé des bons outils, j'ai envie de dire, pour faire les investigations qu'il doit être amené à faire pendant son quotidien. Si on regarde maintenant un petit peu plus en termes de connaissance de la menace et au regard de la kill chain, on voit qu'aujourd'hui, un NDR couvre l'intégralité de la kill chain.
grâce notamment chez nous à cette combinaison des différents moteurs, ce qui nous permet d'être très en avance dans la détection d'une intrusion. C'est-à-dire qu'on détectera l'intrusion, en tout cas la tentative d'intrusion plus tôt, et détecter plus tôt, ça veut dire réagir plus tôt aussi, lancer les actions d'investigation plus tôt. Donc ça, c'est très très important aussi, parce que ça va vous amener à réduire ce qu'on appelle dans notre jargon le mean time to detect, le mean time to remediate, donc vraiment ce temps moyen de détection, ce temps moyen de remédiation au niveau du SOC. Et puis, qui dit temps gagné, dit aussi impact business réduit, bien évidemment. Autre élément qu'il est important d'avoir en tête aussi, c'est cette notion de gap, de couverture des composants de détection ou de protection. On va avoir historiquement, on a tous connu et on connaît tous encore les firewalls, la protection périmétrique, qui permet de bloquer très en amont des menaces connues. Là-dessus, je n'ai pas de doute. Et puis, on a maintenant depuis, on va dire 2 ans, un usage intensif, c'est très bien, de la notion des solutions de EDR qui vont pouvoir, sur les endpoints sur lesquels on peut installer un agent, avoir cette capacité de détection, d'analyse, etc. Mais au milieu, sur ce qui se passe entre le firewall et l'asset, si je devais synthétiser, résumer très rapidement, le NDR prend toute sa place parce que lui voit la communication qui va passer et va pouvoir jouer son rôle d'analyse du flux et discuter à la fois avec le firewall en termes de réponse en amont quand il y a une détection avérée, ou compléter et réagir aussi grâce à l'EDR qui lui est présent localement. Voilà. Je te laisse la main sur la partie CTI, François, pour consolider. Pierre, je te laisse peut-être juste répondre à la question, sinon rapidement, parce que c'est un sujet que tu pourras traiter en même temps juste avant. Oui, alors, la plateforme combine-t-elle une capacité de cartographie avec des performances d'analyse pour identifier les comportements malveillants? Alors, la plateforme IonIQ, effectivement, le NDR, comporte une capacité de cartographie aujourd'hui. C'est-à-dire qu'effectivement, le NDR va pouvoir identifier tous les assets qui ont un comportement suspicieux, ou en tout cas tous les assets présents sur le réseau. Donc, ce qui est important quand je dis tous les assets, c'est déjà premièrement la nature de l'asset en tant que tel nous importe peu. J'entends par là, par exemple, qu'on entend souvent parler d'assets endpoint, un EDR, un laptop, un desktop, un serveur, etc. Nous, on va voir passer les communications de l'intégralité des assets qui sont présents sur votre réseau. Donc, on va parler d'imprimantes, on va parler d'IoT, de caméras notamment, par exemple, de choses comme ça. On va voir l'intégralité des choses. Donc, cette cartographie, le NDR IonIQ est capable de le construire, et elle va être capable également de remonter les alertes par rapport à n'importe lequel de ces assets-là. Autre élément, on a enrichi notre cartographie pour accompagner, aider l'analyste dans son investigation. C'est-à-dire qu'on a intégré un élément de timeline qui permet de scroller ou de voir dans le temps comment s'est diffusée la menace, comment l'attaquant est passé d'un asset A à un asset B pour essayer de faire un maximum d'impact. Donc ça, c'est important aussi, parce que la finalité, c'est quoi? C'est de retrouver le patient zéro, c'est-à-dire par quel asset l'attaquant s'est introduit, ou en tout cas a réussi son premier méfait, pour aller le traiter également, et puis pour voir un peu toute la chaîne de l'attaque qui a eu lieu, ou de la tentative d'intrusion qui a eu lieu. Donc ça, c'est important. Voilà. Donc effectivement, on va voir sur cette cartographie les comportements malveillants dans leur globalité, que ce soit sur un asset, pour synthétiser, associé à un utilisateur, et quel que soit l'utilisateur, ça peut être un administrateur système, je vais dire, des machines, comme un utilisateur, un collaborateur, et l'asset, comme je vous l'ai dit, ça peut être n'importe quel type d'asset. Et je finirai sur la question, effectivement, bien évidemment, notre NDR est orienté risque. Donc, à chacune des détections, on a un calcul de score qui permet d'effectuer une notion de triage des assets entre eux pour accélérer le traitement et être certain que finalement, le temps qui est investi au niveau des analystes, au niveau du SOC, soit bien focalisé sur les menaces les plus prioritaires. Voilà. François, pour toi. Parfait. Du coup, je vais reprendre la main sur la partie du coup de la discussion du produit Last InfoSec, du coup, qui est la partie Cyber Threat Intelligence. Si on redéfinit un petit peu ce qu'on a discuté tout à l'heure sur les catégories de Cyber Threat Intelligence, aujourd'hui,
En gros, la plateforme permet de générer plusieurs types. Donc, surtout une partie, on a commencé surtout avec une partie technique et opérationnelle pour pouvoir optimiser des équipements de sécurité, un NDR par exemple, mais pas que. Donc, ça peut être en gros un SIEM, ça peut être un XDR, ça peut être un EDR, ça peut être une sandbox, ça peut être aussi avoir le contexte dans une TIP pour pouvoir travailler au quotidien. Donc, ça a été l'un des premiers chemins qu'on a lancé. Le deuxième donc, a été sur la partie plutôt tactique. Donc, on va avoir les renseignements aujourd'hui sur les différentes techniques utilisées, tactiques utilisées, secteurs ciblés, vulnérabilités exploitées ou pays ciblés par un attaquant ou un malware spécifique. Toute cette approche-là, on l'a fait grâce à toutes les analyses qu'on traite au quotidien. Et à la fin, on a aussi toute une partie recherche, en gros, veille de vulnérabilité pour avoir des informations sur les vulnérabilités en cours qui viennent de sortir et aussi si on a du contexte. Par exemple, si on a un POC qui est créé pour cette vulnérabilité, un exploit public ou un exploit privé, par exemple. Et donc, comment on arrive à faire tout ça? Aujourd'hui, on a une plateforme de big data qui, en gros, a été automatisée à 100%, vraiment de bout en bout, pour pouvoir faire de la collecte, de l'analyse, de l'enrichissement, de la qualification et de la diffusion. Comment on a mis en place tout ça? C'est que sur toute notre partie de collecte, aujourd'hui, on a entre 3 et 4 000 points de collecte qui évoluent automatiquement. Par exemple, si on prend une des méthodes de collecte qu'on utilise aujourd'hui, c'est les réseaux sociaux. Donc, on a un système automatique pour faire du suivi, par exemple, sur Twitter, qui permet de détecter de nouveaux hashtags, qui, en fonction des dernières tendances ou des dernières informations qu'on pourrait collecter pour avoir du contexte. Et après, on est capable de faire ça, entre guillemets, sur à peu près tous nos types de collecteurs différents. Aujourd'hui, on a je vais plutôt dire, on a d'abord commencé par de la recherche sur Internet au sens large. Donc, on faisait du tracking de données, du hunting d'infrastructures, de la recherche de la collecte de données de type cybersécurité, de la collecte de malware. Et aujourd'hui, on s'étend aussi sur toute une partie de télémétrie grâce aux actifs de GetWatcher, mais aussi grâce aux possibilités qu'on peut fournir aujourd'hui et aux différents services qu'on peut fournir aujourd'hui. Donc, toutes ces données qui ont été collectées, donc ça va être des URL, ça va être des IP, ça va être des domaines, ça va être des fichiers, sont obligatoirement analysés par notre plateforme. Donc, aujourd'hui, on a entre 100 et 200 évaluateurs de données en fonction des types de fichiers, en fonction des différents types de données qu'on va rentrer. Toutes ces données sont, entre guillemets, évaluées et nous permettent de déterminer des niveaux de risque, mais pas que, parce qu'en gros, aujourd'hui, on a aussi tout en parallèle tous des principes d'enrichissement qui vous permettront aussi d'avoir demain des métadonnées techniques pour pouvoir, par exemple, partir d'un hash, avoir des informations sur son type de fichier, sur le nom du fichier, sur sa taille, par exemple, mais aussi le hash associé, le FUD hash associé, pour pouvoir avoir des capacités demain de pouvoir augmenter vos capacités de détection via vos outils. Et on a aussi la possibilité de faire l'enregistrement, on va dire, plus métier, qui sera, par exemple, déterminer si ce fichier spécifique exploite une vulnérabilité, si il utilise certaines techniques et tactiques où on a un nom de malware spécifique. Ce qui est important de savoir, c'est que pour faciliter la compréhension et l'intégration des informations, on a tout standardisé au format MitraTac. Bien sûr, pour les noms de malware, quand les noms de malware existent en MitraTac, s'il n'existe pas intenté, on lui donne un nom qui est dans la culture. Et après, on merge l'information avec le format MitraTac quand on les publie officiellement. Et derrière tout ça, notre vision, c'était avoir des indicateurs, c'est intéressant, mais entre guillemets, on est obligé de fournir des rapports pour pouvoir avoir une bonne compréhension sur les choses qui vont contenir des indicateurs et qui seront liés à l'ensemble des informations qui iront avec. Donc du coup, en fait, par exemple, on va prendre un exemple assez simple. Si on va récupérer une URL, on va télécharger le fichier, on va récupérer par exemple un docword. Ce docword va nous permettre d'analyser la VPA et ainsi de suite, d'analyser l'ensemble des stages d'infection pour pouvoir vous fournir en fait un scénario complet de l'attaque et aller le plus loin possible dans la compréhension de la menace, ce qui sera très utile dans vos cas de détection et hunting, parce que si vous avez l'ensemble de la chaîne de détection et les multi-stages ont été détectés, ça va augmenter rapidement votre priorité. Donc toutes ces informations, que ce soit ces analyses et cet enrichissement, en fait, sont envoyées à un système de prise de décision qui est du coup encore lui automatisé et donc qui permettra d'avoir du coup un risque et toute une contextualisation sur la menace. Donc comme je vous disais, grâce à l'enrichissement et les diverses informations qu'on aura, toutes ces qualifications, donc comme je disais, est automatique, mais on a aussi, pour les cas de doute, pour réduire le taux de faux positifs, la possibilité d'avoir une validation humaine quand le système automatique peut avoir un doute. Donc, ce qui permet, nous, de facilement et efficacement réduire le taux de faux positifs à un seuil très bas. Et du coup, au moment où on va avoir toutes ces informations, on va pouvoir les fournir à différentes plateformes. Donc, on respecte bien sûr les standards du marché, hein, donc du StixV2, du StixV2.1 et aussi du StixV2 over taxi. Donc, pour avoir un accès entre guillemets à
au maximum d'équipements de sécurité possible. Mais on a aussi développé des connecteurs spécifiques, que ce soit pour les apps Splunk, pour des outils comme OpenCTI, on a du MISP, et on a énormément d'autres possibilités de connecteurs sur lesquels on travaille sur différents aspects. Donc l'ensemble du produit va permettre fortement d'avoir une meilleure compréhension sur des informations très techniques et pouvoir optimiser vos équipements de sécurité au quotidien, simplifier la vie de vos utilisateurs en utilisant nos données pour pouvoir faire la détection du hunting à grande échelle. Je ferai une petite démo sur notre NDR après, mais aussi avoir une compréhension globale de la menace sur les différentes techniques, tactiques utilisées pour pouvoir en fait prévoir demain vos use cases de détection, voir sur quel malware vous cible plus en fonction de votre secteur d'activité, quel threat actor vous cible plus en fonction de votre secteur d'activité, et pouvoir prévoir des plans d'action grâce à ça sur les différentes menaces. Et du coup, Pierre, je vais te laisser du coup présenter un petit peu notre intégration complète. Voilà, Moins... exactement. Alors, le schéma peut paraître complexe. C'est ni plus ni moins que le détail finalement de ce que je disais tout à l'heure, avec positionné au centre l'Ast-InfoSec et sur la partie supérieure, les détails et les éléments que vient de préciser François, sur lesquels il va revenir. Tout ce qui va être Engine, donc tout ce travail sur le retraitement finalement des sources de connaissances pour arriver à les standardiser, les formaliser, pour pouvoir derrière les injecter dans différents outils. Et puis, sur la droite, la partie interface. On ira certainement faire un tour aussi sur l'interface de l'Ast-InfoSec, qui permet donc de parcourir et de naviguer dans cette connaissance. Ensuite, comme on vous l'a dit, la connaissance de la menace, ça doit venir alimenter un maximum de composants de sécurité, de solutions de sécurité. Chez GateWatcher, ça se décline chez IonIQ avec une intégration, je vais dire, native via les API des deux solutions, l'Ast-InfoSec puis IonIQ. La capacité via la connaissance de la menace, de créer des règles dites cyclo, donc c'est le moteur de règles de détection statique, qui vont arriver donc de cette connaissance de la menace, qui vont être créées automatiquement et qu'on va venir injecter dans le NDR, qui veut dire que finalement, vous avez une capacité avec ce binôme de connaissance de la menace et du NDR, de rapidité d'implémentation d'une règle de détection quasi immédiate, j'ai envie de dire, entre la connaissance à l'implémentation, avec zéro activité humaine, de réflexion, je veux dire, de cerveau humain pour réaliser cette règle-là, en fait. C'est fait automatiquement, donc ça, c'est très important pour nous. Et puis, l'autre élément de cette intégration entre le NDR et l'Ast-InfoSec, la connaissance, c'est cette capacité de pivot, en fait, et d'enrichissement entre une détection finalement très technique sur la base des flux réseau, des communications réseau, et une extrapolation, un enrichissement qui permet à l'analyse de rapprocher cette détection technique avec une méthode d'attaque connue dans l'écosystème GateWatcher, mais aussi plus vaste, finalement, pour savoir ce qui s'est passé et avoir le maximum d'informations sur cette télémétrie. Donc, télémétrie, c'est les métadonnées en ce qui nous concerne, donc les métadonnées, le trafic, pour avoir une télémétrie la plus enrichie possible. Ça, c'est le premier volet. Ensuite, il y a le volet qu'évoquait aussi François sur la capacité d'automatiser l'analyse de fichiers et vice-versa, c'est-à-dire récupérer le résultat de l'analyse de fichiers pour enrichir une nouvelle fois la connaissance de la menace et identifier des hash, des IOC pour pouvoir les réinjecter dans le NDR par la suite. Donc, c'est vraiment un trio qui, pour nous, en fait, paraît indispensable pour un SOC, pour avoir cette vision 360 par rapport à ce qui est détecté en temps réel sur un réseau. Voilà. Sur la question, peut-être que je vais te laisser, François, répondre parce que je pense que ça va faire l'objet de tes démonstrations. Alors oui, pas de souci. Comment la technologie contribue-t-il à réduire le temps d'analyse d'une menace lors de sa détection? Alors du coup, pour ce passage-là, on le verra tout à l'heure un petit peu plus en détail, mais je peux déjà un peu introduire les choses. C'est qu'en gros, il va y avoir deux aspects.
Le premier aspect, c'est que grâce à l'automatisation, on va pouvoir détecter au plus tôt, parce qu'en gros, on aura automatisé la détection et le hunting. Donc, du coup, on aura une remontée d'alerte au plus tôt. Et c'est vrai que le fait d'avoir un système de mise à jour automatique, ces gestions de règles qui sont faites, comme l'a précisé Pierre, vous permettre de la détecter au plus tôt et d'avoir l'ensemble du contexte et la compréhension de la menace va tout simplement être assez simple. C'est que quand vous allez avoir une alerte, vous allez avoir les informations, par exemple, sur la famille du malware, vous allez avoir des informations sur les vulnérabilités exploitées, des plateformes ciblées. Et en fait, l'ensemble de ces choses-là sont déjà des choses que vous ne devriez pas chercher quand vous êtes dans une alerte, parce que bon, c'est vrai que dans le passé, quand j'étais en réponse à incident, ça arrive qu'on a juste une simple alerte en disant c'est suspicieux. Et quand on part juste de ça, il y a tout un aspect de recherche, d'analyse et de compréhension de l'élément que vous allez avoir sous les yeux qu'il va falloir analyser. Et tout ça prend du temps. Et en gros, ça, c'est du temps qu'on peut vous réduire en vous donnant suffisamment de contexte pour pouvoir avoir les informations nécessaires. Enfin, pour vous expliquer aussi, c'est que nous, quand on fournit du renseignement, bien sûr, on fournit le résumé de renseignement qu'on a nous et qu'on a traité, mais aussi toutes les sources qu'on associe à ça, donc ce qui permet d'avoir l'ensemble du contexte de comment nous, on a accès à l'information aussi, et ce qui vous permet rapidement d'avoir accès à toutes les informations nécessaires pour prendre une décision. Et ça, je le remontrerai un petit peu plus pendant la démonstration. Je te propose de continuer, François, justement, Parfait. pour la démo. En parlant de la démonstration. Du coup, bon, la démonstration va être assez simple, hein. L'objectif est de vous montrer un petit peu comment on peut configurer simplement le NDR avec la CTI, comment détecter un cas très simple de phishing où on peut avoir, en gros, avoir le contexte et les informations nécessaires, et aussi derrière comment vous montrer comment utiliser la partie plutôt rétro-analyse qui permettra du coup d'utiliser toutes les métadonnées disponibles dans un NDR pour pouvoir remonter des alertes et avoir suffisamment de renseignements et de pouvoir détecter des menaces qui auront été dans le passé réalisées sur vos équipements de sécurité, ce qui arrive quand même aujourd'hui encore assez souvent, parce que si on rappelle bien la moyenne de détection pour l'ensemble des produits et en gros l'ensemble des SOC, c'est à peu près 3 mois, et donc ce qui permet du coup de réduire fortement ce temps de détection, parce que du coup vous allez automatiser l'ensemble des choses et revenir dans le passé. Du coup, hop là, j'étais un petit peu vite, j'ai vu cliquer sur vous partagez la vidéo. Hop, ce qu'on va faire, c'est qu'on balance. Hop là. Normalement, vous devez voir la vidéo qui doit démarrer. Donc là, je l'ai mis en pause pour l'instant. Donc ça sera l'interface du coup qui sera liée à IonIQ dans ce cas-là. Donc ce qu'on va d'abord vous présenter, c'est que tout simplement comment configurer assez simplement du coup la partie Cyber Threat Intelligence dans le NDR. Donc c'est assez simple. Hein. Aujourd'hui, c'est ajouter une licence, activer automatiquement le téléchargement de la Cyber Threat Intelligence, la génération des règles qui seront liées à Sixflow, et aussi activer le moteur RetroHunt pour pouvoir faire l'analyse qui sera fait automatiquement dans la partie hunting de vos données. Et du coup, grâce à tout ça, vous allez pouvoir, du coup, pour la partie qu'on appelle ActiveHunt, donc avoir un ensemble de règles du coup de détection réseau pour pouvoir qui seront dans le rule set de la Symfosec. Toutes ces règles sont gérées automatiquement. Donc en gros, ce qui est important de retenir, c'est que sur l'ensemble des règles que vous allez voir là, juste là, en fait, derrière, on a la possibilité, nous, de pouvoir, grâce aux informations qu'on collecte, gérer automatiquement toutes ces règles. Donc ça veut dire que dès qu'elles sont plus pertinentes, on les retire. Dès qu'elles sont, en gros, et on en ajoute automatiquement d'autres. Donc tout ce cycle de vie et ce maintien opérationnel des règles est fait automatiquement par la plateforme grâce aux renseignements qu'on va fournir pour dire, en fait, par exemple, s'il y a comment on appelle ça, un indicateur est par exemple plus actif, par exemple le host n'est plus actif, ou ce genre de choses. Donc du coup, ça nous permet à nous de pouvoir gérer toute cette partie pour vous, et ce qui réduira énormément le temps de travail pour vos utilisateurs. Donc du coup, là derrière, on a la possibilité d'avoir accès à l'ensemble des informations présentes sur les indicateurs présents dans la plateforme. Donc du coup, on pourra faire les recherches automatiquement si vous le souhaitez directement sur la plateforme. Donc par exemple là, on va prendre un cas en gros dans les premiers là, qui va nous permettre d'avoir des informations par exemple sur une URL spécifique qui sera un beacon Cobalt Strike. Donc comme vous pouvez le voir, on a une description, on a l'ensemble des informations pour pouvoir en fait savoir d'où on a récupéré cette information. Donc dans ce cas-là, c'est en lien avec Abuse, qui est un de nos partenaires, lequel on est partenaire, et on travaille en gros sur l'analyse de ces choses-là et de pouvoir préciser par exemple que, par exemple, si vous voyez, il y a un petit champ qui s'appelle le usage mode qui est encore en détection. Donc au moment où on a fait la vidéo, c'était une menace qui était encore active, donc où on aura généré des règles aussi sur la partie ActiveHunt pour pouvoir faire de la détection. Donc toute cette partie-là, donc on a eu la possibilité, donc entre-temps, de lancer un PCAP
Et donc bon, là vous voyez le PCAP en pro d'analyse. Il y a aussi, on a lancé un PCAP en amont pour vous faire la démonstration sur la partie plutôt hunting. Donc là, on va juste réduire sur la visibilité qu'on a maintenant. Et donc comme ça vous permettra de vous présenter un petit peu le cas de détection en mode actif. On a pris un cas vraiment très simple pour pouvoir avoir vraiment une vision rapide et efficace de ce genre de choses. Donc là, on voit que le PCAP a été lancé, on a extrait du coup 2 métadatas et on commence à avoir des alertes Sixflow. On va en avoir une deuxième qui va arriver rapidement aussi. Ce qui se passe, c'est que du coup, toutes les règles qui ont été générées par la partie Cyber Threat Intelligence permettent d'avoir du coup une vision sur une menace qui vient de tomber. Donc dans ce cas-là, on voit que cette menace, on voit en petit là pour l'instant, c'est un phishing qui aura été détecté. Tout ça, j'ai dit, on commencera avec une menace assez simple. La chose qui est intéressante sur ce cas-là, c'est qu'en fait, les règles ActiveEnt nous ont permis de détecter ça dans deux façons. Donc là, c'est une requête HTTP, mais aussi on l'a détecté sur la partie DNS, donc ce qui permet, au cas où si ça aurait été une requête HTTPS, d'avoir les capacités de le détecter aussi. Donc en gros, avoir la possibilité de voir qu'on a eu une connexion sur un site de phishing et du coup l'ensemble des informations qui permettent du coup d'avoir l'IP de la personne qui s'est connectée, savoir où elle s'est connectée, savoir si ça a réussi, et donc avoir l'ensemble du contexte d'information pour pouvoir réagir en fonction du cas d'usage. Donc là, on a pris un cas très simple d'HTTPS, mais ça peut être aussi, en gros, la connexion sur du coup un C2 ou ce genre de choses. C'est vraiment tout est possible sur cette partie-là, et donc les règles vont permettre facilement de détecter sur par exemple, sur du DNS, des connexions ou des tentatives de connexion, ce qui permet pour vous de prendre des décisions assez rapides et efficaces sur ce genre de sujet. Donc, comme on le voit, on a clairement l'ensemble des informations nécessaires pour pouvoir réagir en réponse à incident et faire le travail. Et du coup, maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous montrer aussi comment, du coup, on va activer le mode, ce qu'on appelle le mode rétro. Donc, en gros, là, on va montrer que, bah oui, sur les informations qu'on a eues précédemment, donc on avait, du coup, à part les alertes Sixflow qu'on vient de générer, aucune alerte. Donc, aujourd'hui, on a la possibilité d'avoir accès à l'ensemble des métadonnées de la plateforme et du coup aussi des fichiers qui ont été reconstruits. Donc là, on va agrandir rapidement parce que là, c'est vrai que c'est que la partie sur notre phishing, mais on va remettre du coup sur le passé des informations nécessaires pour pouvoir avoir une vision pour pouvoir prouver que voilà, on peut le voir là, un document Word en gros qui a été reconstruit quelques heures avant, où on a dans ce cas-là aucune menace qui a été activée, on n'a aucun autre moyen de savoir si c'est malveillant ou non, en tout cas grâce à d'autres moteurs pour l'instant. Et donc on voit que le nom du fichier est invoice.doc tout simplement, et que comme je disais, on arrivera à un moment où on n'a pas eu d'alerte sur ce sujet en tout cas. On a juste notre alerte de phishing. Donc ce qu'on a fait pour ce cas-là, c'est un peu spécifique, c'est que pour pouvoir vous montrer le fonctionnement, c'est qu'on va faire la mise à jour de Cyber Threat Intelligence à la main. Donc ce qui est pratique pour les gens qui font du offline, parce que c'est possible de le faire aussi comme ça. Mais bien sûr, quand vous êtes sur le cas plus commun, toutes les mises à jour sont faites automatiquement. Donc là, on va pousser la mise à jour à la main de Cyber Threat Intelligence, ça va automatiquement générer les nouvelles règles ActiveEnt et aussi automatiquement faire du hunting avec l'ensemble des indicateurs qu'on va pousser et d'avoir la possibilité du coup d'analyser toutes les métadonnées passées avec les indicateurs de compromission qu'on aura aujourd'hui et pouvoir faire un matching. Et du coup, ça vous permettra d'automatiser vraiment à grande échelle l'ensemble de la détection et du hunting dans votre NDR, ce qui permet vraiment de faciliter ça. Et en gros, le grand intérêt, c'est que vu que tout est automatisé sur la partie d'Infosec et tout est automatisé dans le NDR, en gros, c'est vraiment un travail où il ne restera plus que les alertes à analyser quand il y en aura. Et donc, c'est vrai que nous, on travaille avec un taux de faux positif très bas parce que on ne veut pas transformer votre NDR ou vos différents équipements de sécurité en guirlande de Noël. Donc, l'objectif, c'est que quand il y a un match, que vous ayez les informations pour l'analyser et le traiter rapidement. Donc là, on va voir bientôt, du coup, voilà, le petit match qui vient d'arriver. Donc, c'est le petit triangle violet, qui est la partie retro-hunt, qui, du coup, a relevé une alerte avec la mise à jour des informations de Cyber Threat Intelligence. Et du coup, dans ce cas-là, on peut voir que, bien sûr, que c'est un retro-hunt détecté sur un hash et que, du coup, le nom du malware est Loki, en gros, Lokibot, dans ce cas-là. On a la possibilité, du coup, d'avoir les informations après en lien avec cette alerte de sécurité. Donc, ce qui nous permettra directement dans la plateforme d'avoir les informations pour pouvoir déterminer qui a téléchargé en gros ce doc et d'avoir le contexte sur le contexte nécessaire pour pouvoir prendre des décisions et réaliser le triage et la réponse à incident.
Donc là, on peut rapidement voir avec la description qu'on voit que ça cible du coup en gros une machine Windows, parce que en gros dans ce cas-là, c'est avec du DocWord et une vulnérabilité qui est assez connue dans le monde du DocWord, on va dire ça comme ça. Et ce qui permet derrière tout ça, grâce au contexte de l'information, savoir où on a récupéré les infos, le fait qu'il y ait une analyse rétro-hunt, l'IP qui est en destination et en source, et de pouvoir avoir une certitude que le document a bien été récupéré sur une machine sur votre SI, et derrière tout ça, avoir les capacités de détection et de réponse grâce au fait que on peut bien prouver que c'est un document Word, que l'ensemble des informations nécessaires pour pouvoir réagir et se dire que là c'est une menace qu'il y a à prendre en compte. Déjà là on l'a fait que sur le téléchargement parce qu'en gros c'était plus simple pour un mode de démo, mais normalement bien sûr quand le document Word va être activé, il va y avoir d'autres connexions qui vont être effectuées et dans le rapport en fait il y aura l'ensemble de la suite de la chaîne qui sera réalisée. Et donc du coup là on peut voir les vulnérabilités et par exemple un truc assez simple qui peut réduire votre temps aussi, c'est que si vous savez que ces vulnérabilités par exemple sont patchées chez vous, il y a entre guillemets moyen de déprioriser ou de prioriser au contraire les différentes actions que vous pourrez avoir et avoir suffisamment de contexte là-dessus. Et du coup, entre deux, maintenant on va repartir un petit peu plus sur les slides, parce que du coup la vidéo est terminée. Hop. Et du coup, je vois qu'il y a une question en parallèle, pardon. Oui, je vais peut-être la prendre pour moi. Vas-y, je te laisse dire. Concerne les logs choisir et les transferts vers le SIEM. Alors, je vais essayer de le faire le plus synthétiquement possible et le plus rapidement possible, parce que je vois l'heure qui passe. Premier point, nous, dans le cadre du NDR, on va parler des métadonnées. C'est-à-dire qu'on ne va pas parler de logs, que moi, je laisserai plus à des outils, je veux dire, historiques type SIEM, XDR, EDR, qui vont parler de logs. Nous, on va parler vraiment de métadonnées, de métadonnées protocolaires, des headers, des payloads, etc. François l'a un peu montré sur la démo. On va parler des protocoles, DNS, HTTP, etc. Donc, nous, on traite ces composants-là. Maintenant, une fois bien sûr qu'on les a traités et qu'on les a de notre côté, on va les mettre à disposition via syslog d'un SIEM, donc d'équipement, de solutions externes, pour que nos clients puissent, je veux dire, corréler de façon plus globale avec d'autres typologies de sources, comme des logs ou des événements système, procédures et provenance de ODR. Et là, nous, le fonctionnement, donc totalement standardisé, basé sur du syslog, et dans la configuration au niveau du NDR, le client peut choisir quelles sont les clés valeurs, en fait, qu'il va vouloir transférer du NDR vers le SIEM. Donc déjà, ça, c'est pour la partie données. Après, sur la notion de faux positif, moi, j'ai deux réponses par rapport à ça. La première, elle est celle que nous, on implémente intrinsèquement dans la solution d'IonIQ, c'est-à-dire que notre objectif, il est évident, c'est de limiter le nombre de faux positifs. Premier argument, c'est celui que donnait tout à l'heure François, c'est cette capacité du couplage CTI-NDR de faire vivre les règles statiques, déjà dans un premier temps, pour, quand une menace, entre guillemets, ne sort plus du lot, ne semble plus active, arriver à désactiver pour activer d'autres qui, elles, vont paraître actives, pour vraiment centrer la détection sur les menaces que nous, on voit passer et que l'on a documenté finalement en termes de renseignements opérationnels pour le SOC. Ça, c'est le premier volet. Deuxième volet, la diminution du faux positif, c'était le deuxième exemple qu'on vous a donné par rapport à cette capacité de ce qu'on nous appelle rétro-hunt, c'est-à-dire sur une menace qui viendrait d'être introduite dans notre connaissance, dans notre renseignement opérationnel, qu'on va venir alimenter le NDR. Le NDR, lui, a une capacité de stockage des métadonnées, de l'information qu'il aurait collectée, et cette capacité de rétro-hunt, c'est de dire, voilà, il y a eu à un moment donné un petit signal faible, et puis finalement, cette nouvelle connaissance du renseignement va nous permettre de repasser en revue le passé, l'historique, en fait, et de compléter la détection initiale avec une détection peut-être plus importante. Et je reviens sur la question précédente, qui était sur la notion de risque. On va pouvoir, faire monter le niveau de risque global, en fait, de l'asset en question pour focaliser l'analyste sur ces éléments-là. Voilà. Donc ça c'est l'élément le plus important pour moi. François, pour la partie conclusion, je crois. Oui. Du coup, en gros, pour conclure sur toute cette présentation,
En gros, on a pu montrer que c'est sûr que dans tous les cas, on sait déjà depuis longtemps qu'avoir une visibilité, ça reste un des points importants et essentiels, parce que si vous n'avez pas accès aux informations, que ce soit réseau, en gros log ou autre, de toute façon, on aura un système de détection qui sera plutôt pas efficace. Donc du coup, ça reste un des points clés et essentiels pour pouvoir réaliser les choses. Donc avec une vision sur un NDR permet d'avoir entre guillemets la vision globale sur tout votre réseau et d'avoir suffisamment d'informations. Que l'utilisation de technologies multiples, que ce soit ML, statique, heuristique ou autre, permet déjà d'avoir un intérêt important, mais aussi si on peut lui rajouter entre guillemets l'update d'informations et les mises à jour d'informations pertinentes grâce à la cyber threat intelligence, qui permettra d'optimiser tout ça et de pouvoir en fait aller beaucoup plus loin dans le maintien opérationnel, dans la facilité d'utilisation et dans les performances de détection. Donc ça permet d'avoir vraiment une meilleure vision et une meilleure approche sur tout ça. Et à la fin, se poser les questions de l'automatisation à grande échelle. Le dernier point qui sera important pour nous, c'est ça, c'est se dire qu'aujourd'hui, vu qu'on voit les quantités de données qui explosent, les équipes qui, entre guillemets, sont aussi surchargées, et toute cette partie-là, où demain on doit détecter au plus tôt et le plus rapidement possible des menaces, avoir la possibilité d'automatiser la détection et le hunting à grande échelle avec du maintien opérationnel de règles et de la mise à jour automatisée permet d'avoir une efficacité de vos SOC qui sera employée vraiment au maximum pour pouvoir plutôt être sur des cas de triage avec du coup les choses les plus pertinentes possibles parce qu'il y aura le contexte et un taux de faux positif très bas, mais aussi une capacité de réaction extrêmement rapide parce que vous avez suffisamment de contexte pour pouvoir aller plus loin et pouvoir creuser en fait des cas qui aujourd'hui vous aurez peut-être pas le temps de creuser. Donc du coup ça vous permet de diminuer une charge de travail sur toute la partie vraiment détection et hunting et plutôt la valoriser sur le traitement des incidents et accès au plus rapide sur ces informations-là en ayant un coût de déploiement le plus faible possible. Je ne sais pas si tu as des petites choses à ajouter, Pierre. Non, je pense que tu as bien résumé. Dans le détail, j'ai envie de dire, pour moi, c'est la connaissance du renseignement, c'est la visibilité globale, c'est la visibilité détaillée une fois que c'est intégré et que ça vient alimenter une solution de détection. Et comme tu l'as dit, c'est l'efficacité du SOC finalement à venir se focaliser sur les éléments les plus importants, prendre ce temps d'investigation nécessaire pour prendre la meilleure des décisions de remédiation. Pour moi, c'est ça le plus important. Moi, je finirais avec une petite allégorie parce que j'aime bien la mer. C'est un tout-marin, avant de partir en mer, il regarde la météo. La CTI, c'est un peu ça. C'est-à-dire qu'il faut la regarder en permanence quand on sort en mer. Voilà. Il faut regarder la houle, il faut regarder les vents. C'est indispensable. Et dans notre domaine de la détection cyber, pour moi, c'est la même chose. Il faut regarder ce que font les acteurs malveillants dans son secteur, mais pas que. Quelles sont les techniques qu'ils utilisent, quels sont les outils qu'ils utilisent, et garder ça. C'est un travail qui est récurrent, quotidien. Et l'objectif d'une solution comme Last InfoSec en standalone, c'est bien ça. Couplé avec un NDR, c'est d'accélérer cette analyse-là. Et je reprendrai mon allégorie sur le marin. C'est un peu le travail d'un routeur quand on prend la mer, c'est-à-dire quelqu'un qui nous aide à déterminer le meilleur passage pour prendre les vents les plus portants avec le moins de mer. Voilà, c'est un peu cet accompagnement que permet la CTI dans une solution de détection. On va s'arrêter là. Je remercie tous les gens présents sur le chat, présents pendant ce webinaire. Merci beaucoup pour les questions. Je pense qu'elles étaient très pertinentes et ça nous a permis de préciser des points clés. Et puis, quoi qu'il arrive, un enregistrement sera possible pour tout replay. Merci François pour les détails apportés sur la CTI. C'est toujours un sujet à la fois vaste et très compliqué. Pour moi, tu as bien vulgarisé, j'ai tout compris. Donc, c'est une bonne preuve. Merci beaucoup à tous et il nous reste à vous souhaiter une bonne fin de journée. Merci beaucoup, au revoir. Merci, bonne journée.